Bonjour à tout le monde. Merci de nous avoir rejoints des quatre coins du monde. C'est très bien de vous recevoir. Nous sommes une grande communauté aujourd'hui. Nous avons des participants vraiment venant des quatre coins du monde. Alors bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous. Au nom du réseau international pour l'élimination des polluants ainsi que de nos partenaires l'Endocrine Society et l'Alaska Community Action on Toxics, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue à ce webinaire international sur le thème substances chimiques contenues dans le plastique, une menace pour la santé humaine. Je suis Lia Esquilo, coordonnatrice des programmes et des politiques de l'IPEN. Nous avons également deux personnes, Aileen Lacero, qui est membre de l'IPEN, coordinatrice nationale de EcoWaste Coalition, qui est là, et elle est là aujourd'hui pour nous accompagner. Bonjour Aileen. Avant de continuer, permettez-moi de partager avec vous ces rappels. Ce webinaire est enregistré et sera publié sur la chaîne YouTube de l'IPEN. Les interprétations en arabe, bahasa Indonesia, français, portugais, russe et espagnol sont disponibles. Vous pouvez cliquer sur le bouton d'interprétation en bas de page et choisir la langue de votre choix. Nous avons trois orateurs aujourd'hui et après chaque présentation, nous aurons deux ou trois questions, mais il y aura une séance de questions-réponses plus longue à la fin du webinaire. Veuillez saisir vos questions en utilisant le bouton des questions et réponses en bas de l'écran. Nous vous invitons également à répondre au questionnaire à la fin de la visioconférence. Alors, pour démarrer officiellement notre programme aujourd'hui, j'aimerais inviter Griffin Ocheng, co-président du groupe de travail de l'IPEN sur les plastiques toxiques, à prendre la parole pour son mot de bienvenue. Griffins, vous avez la parole. Yes, Griffins, go ahead. Oui, Griffins, vous avez la parole. Merci. Toutes mes excuses. J'ai un problème avec Internet. Alors, merci. Merci de m'avoir passé la parole. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Et comme je vous accueille, je vous souhaite la bienvenue ici. Je suis Griffins, co-président du groupe de travail de l'IPEN sur les plastiques toxiques. Et je vais vous donner plus d'informations sur l'IPEN. Donc, je voudrais partager quelque chose avec vous. Est-ce que vous voyez ce que je partage avec vous à l'écran? Oui, oui, c'est très lisible. Merci. Alors, j'aimerais une fois de plus vous souhaiter la bienvenue et vous donner plus d'informations sur l'IPEN. Je suis le co-président du groupe de travail sur les plastiques toxiques. Le IPEN est une organisation qui réunit, qui est présente dans 125 pays. On travaille à l'élimination des produits toxiques chimiques. Nous mettons ensemble les efforts au niveau local, national et régional pour éliminer les polluants toxiques. Alors, notre objectif justement est de rendre les préoccupations mondiales locales et celles locales mondiales. Alors, chaque étape du cycle de vie du plastique, à chaque étape du cycle de vie du plastique interviennent les produits chimiques dangereux. Et notre objectif est de les éliminer. Nous voyons ici au niveau de l'extraction, la production, l'utilisation, le recyclage et l'incinération, ainsi que le rejet des déchets dans les décharges. Et à chaque niveau ici, les produits chimiques toxiques interviennent. Alors, à l'IPEN, nous avons de nombreuses données et informations sur les plastiques toxiques. Voici, par exemple, quelques images qui vous montrent des rapports qui ont été produits par rapport et vous pouvez les trouver sur le site Internet de l'IPEN, les additifs contenus dans le plastique, le recyclage des polluants organiques qui contaminent les jouets pour enfants, les produits toxiques, les produits toxiques qui se retrouvent dans le plastique. Alors, notre objectif est d'éliminer l'impact toxique des produits chimiques dans toutes les phases du cycle de vie du plastique, notamment de la production. That shows that gives you the
gestion des déchets. Voici un lien qui va vous mener vers les ressources déjà réunies par l'IPEN. Nous avons plusieurs informations, plusieurs rapports que vous pouvez trouver en suivant ces liens. J'aimerais vous remercier et vous souhaiter une fois de plus la bienvenue à cette visioconférence. Je vous redonne la parole, Léa. Merci, Griffins. Alors, nous allons aller poursuivre notre programme et je donne la parole à Eileen pour présenter notre premier intervenant. En décembre 2020, l'Endocrine Society et l'IPEN ont publié un rapport Plastic and EDCs in Health, plastique, perturbateurs endocriniens et santé, un rapport complet et faisant autorité qui présente les meilleures connaissances actuelles sur les effets des perturbateurs endocriniens sur la santé humaine. Des décennies de recherche montrent que les plastiques constituent une menace pour la santé publique car ils contiennent de nombreuses substances chimiques dangereuses, les perturbateurs endocriniens qui s'infiltrent et contaminent les humains et l'environnement. Aujourd'hui, nous avons de nombreux experts qui ont rédigé ce rapport et nous sommes heureux qu'ils soient là pour partager leur expertise avec nous. Notre première intervenante est la principale rédactrice du rapport. C'est le docteur Jodie Flores. Elle a obtenu son doctorat en physiologie à l'Université d'Arizona et a effectué des recherches post-doctorales à l'Université de Johns Hopkins et à l'Université du Maryland. Son programme de recherche vise à déterminer les mécanismes par lesquels les produits chimiques environnementaux affectent le développement et le fonctionnement de l'ovaire. Elle a publié plus de 200 articles évalués par des pairs et a reçu le Patricia Sokolov Outstanding Mentor Award, le Dr. Dorgon and Mrs. Helen Kruger Research Excellence Award, le Pfizer Animal Health Award for Research Excellence, le Women in Toxicology Mentoring Award de la Society of Toxicology et le Society for the Study of the Reproduction Trainee Mentor Award. Veuillons accueillir le docteur Jodie Flores. Hello, and thank you very much for giving us this. Bonjour et merci de nous donner l'opportunité de parler des menaces que représentent les substances chimiques présentes dans le plastique pour la santé humaine. J'aimerais tout d'abord présenter les perturbateurs endocriniens présents dans les plastiques ou alors les EDC qui sont présents dans le plastique. J'aimerais tout d'abord préciser que les auteurs de ce rapport et de cette présentation n'ont aucun conflit d'intérêt à divulguer. Donc, merci une fois de plus pour cette opportunité de discuter de parler de notre publication qui résume l'état des connaissances sur les perturbateurs endocriniens. Cette publication est un résumé de la recherche sur le sujet des plastiques, des perturbateurs endocriniens et comprend également les effets des perturbateurs endocriniens sur la santé, comprend des informations provenant de centaines d'études évaluées par des pairs. Les EDC sont généralement présents dans les éléments constitutifs du plastique et ou dans les additifs que les fabricants utilisent pour produire des plastiques. Ce diagramme montre qu'environ 275 millions de tonnes métriques de plastique sont utilisées dans le monde chaque année. Il montre également qu'un tout petit nombre de plastiques finit par être recyclé, alors que beaucoup de plastiques sont incinérés ou finissent dans des décharges ou des océans. Par exemple, l'on estime que chaque année, 20 millions de tonnes métriques de plastique sont incinérées, 32 millions de tonnes métriques de plastique sont mal gérées, environ 8 millions de tonnes métriques finissent des plastiques finissent dans les océans, 215 millions de tonnes métriques sont rejetées dans les décharges, 5 millions de tonnes métriques sont des plastiques résiduels et nous produisons environ 270 millions de tonnes métriques de nouveaux plastiques par an. Et une fois de plus, je voudrais souligner que seul un
tout petit nombre de plastique, environ 10 millions de tonnes de plastique est recyclé. Les tentatives de développement de formes de plastique plus respectueuses de l'environnement comme les bioplastiques n'ont donc pas vraiment abordé la question de l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Par conséquent, nous savons que les déchets plastiques contaminent le sol, l'eau et la chaîne alimentaire. Ainsi, les humains et les animaux sont exposés quotidiennement à ces contaminants. Nous savons également, grâce aux données sur la production chimique, que la production de plastique et de produits chimiques est appelée à augmenter. Ce graphique montre la production de plastique de 1950 à 2050 et nous voyons ici que la production mondiale de plastique augmente considérablement de plusieurs millions de tonnes métriques au cours de cette période. Ici, sur ce graphique, nous sommes à peu près à ce niveau et l'on prévoit donc que nous allons continuer de fabriquer, vendre, utiliser beaucoup plus de plastique au fil du temps. L'un des principaux problèmes avec cette situation est que la dépendance au plastique nuit à la santé humaine. Nous savons que des produits chimiques nocifs sont utilisés lors de la production du plastique ou comme additifs dans les produits en plastique. Nous savons également que les produits chimiques perturbateurs endocriniens ou EDC peuvent provenir de ces plastiques et bloquer, imiter ou interférer de toute autre manière avec les hormones de notre corps. L'une des principales préoccupations est que les EDC peuvent menacer les populations vulnérables. À des moments différents du cycle de vie, les EDC peuvent présenter un risque énorme pour la santé. Une mère et son bébé pendant la grossesse, par exemple, sont très sensibles à l'exposition aux EDC, tout comme les jeunes enfants et les personnes en pleine puberté. Nous savons également que présentement, les populations vieillissantes sont également vulnérables à l'exposition aux EDC. Un autre problème est que nous savons que les effets des EDC provenant des plastiques peuvent avoir un impact sur plusieurs générations et que certains des effets sont transmis de la grand-mère à la maman, puis aux filles, aux fils et aux petits-enfants, entre autres. Bon nombre de ces EDC présents dans le plastique ont été associés à divers troubles de la reproduction, au cancer, au diabète, à l'obésité et à des déficiences neurologiques. Ce schéma nous donne quelques exemples de maladies ou d'affections que nous savons sont liées à l'exposition aux EDC et au plastique. Il s'agit notamment du cancer du sein, des malformations génitales, d'un faible taux de spermatozoïdes, d'un risque accru de cancer de la prostate, du risque accru de l'obésité, du diabète, du cancer des testicules, de l'asthme et de troubles tels que le TDAH et l'autisme. À présent, étant donné que nous savons que les EDC provenant du plastique peuvent affecter la santé humaine, je voudrais vous donner quelques exemples de produits qui sont contenus dans les plastiques et vous en dire un peu plus sur chacun de ces produits chimiques, comment ils peuvent affecter la vie, la santé humaine. Le premier exemple que je voudrais partager est le bisphénol A, également abrégé BPA. Le BPA est présent dans les récipients réutilisables pour aliments et boissons. Il est présent dans les revêtements de boîtes de conserve utilisés dans les équipements médicaux et sportifs, des verres, des lunettes, des reçus en papier thermique et des canalisations d'eau en plastique. Le problème est que le PBA s'échappe de ces produits et se retrouve soit dans les décharges où il peut contaminer les eaux usées, les eaux souterraines ou de l'eau douce, ou bien s'infiltre dans les aliments et les boissons que les êtres humains consomment. Le BPA est considéré comme une substance très préoccupante par l'Union européenne. Les centaines d'études chimiques ont démontré sa toxicité. En plus du BPA qui est très
toxiques, plusieurs substituts au BPA se sont avérés être toxiques également. Ces structures montrent certains substituts du BPA qui sont connus comme sous le nom de BPS, BPF. Nous savons que ces substituts au BPA sont tout aussi toxiques et dans certains cas plus toxiques que le BPA lui-même. Il a été démontré que le BPA a un impact sur le développement du cerveau et du comportement. Plus précisément, il a été lié à une augmentation de l'anxiété, à la dépression, à l'hyperactivité, l'inattention et les problèmes de comportement, les troubles de comportement. Le BPA est également une substance toxique pour la santé reproductive. Plusieurs études menées sur les animaux et les humains montrent qu'il réduit la fertilité, augmente le risque du syndrome des ovaires polykystiques. Il provoque des dysfonctionnements sexuels chez les hommes. Nous savons également que l'exposition au BPA est associée à un risque accru de cancer. Il est associé au cancer du sein, de la prostate, des ovaires et de l'endomètre. À présent, en plus du BPA, qui est un groupe de produits chimiques toxiques provenant des plastiques, nous avons également les phthalates. Ils sont utilisés dans les produits pour favoriser la flexibilité et réduire la fragilité des plastiques. Ils sont utilisés dans les produits en polychlorure de vinyle. Used as solvents in Ils sont personal utilisés care comme solvants dans les produits pour des soins personnels, utilisés comme agents de remplissage dans les médicaments et des compléments alimentaires. Ils sont également utilisés dans les emballages d'aliments et de boissons, des jouets pour enfants, ainsi que des tubes médicaux et des poches à perfusion. Les plastiques contenant les phthalates sont préoccupants car nous le savons grâce à de nombreuses études que l'exposition aux phthalates a des effets néfastes sur la santé humaine et animale. L'exposition aux phthalates réduit des niveaux de testostérone et d'estrogène chez les animaux et chez les êtres humains. Ils ont également été identifiés comme des produits toxiques pour la reproduction et peuvent interférer avec les fonctions ovariennes, utérines et hypothalamiques. Les phthalates bloquent la capacité du système hormonal thyroïdien à fonctionner correctement et ils ont été liés à un risque accru de diabète et d'obésité. Le troisième type de produits chimiques présents dans les plastiques et qui sont un sujet de préoccupation, c'est un groupe de produits chimiques appelés les perfluorés. Il s'agit de milliers de produits chimiques industriels tensioactifs. Leur structure est constituée de liaisons carbone-fluor très fortes, ce qui rend ces composés très stables. Ils ne dégradent pas de manière significative l'environnement et c'est pourquoi on les appelle des produits chimiques éternels. Parce que les produits chimiques fluorés, parce que ce sont des produits chimiques fluorés, ils sont des propriétés hydrofuges et oléofuges. Ils sont utilisés dans pour diverses applications, allant des emballages alimentaires à des ustensiles de cuisine anti-adhésifs à l'imprégnation des vêtements, des meubles et d'autres textiles pour améliorer la résistance aux taches et à l'eau. Ils entrent également dans la composition des mousses anti-incendie, ce qui entraîne une contamination des eaux souterraines à proximité des aérodromes militaires et civils ainsi que des zones d'entraînement au feu. Ils sont également utilisés dans divers emballages pour contact alimentaire, lubrifiants, traitement de tapis, peinture et ustensiles. Certains de ces produits chimiques perfluorés sont utilisés pour fabriquer le polymère polytétrafluoroéthylène, également connu sous le nom de téflon. À présent, nous sommes très préoccupés par les produits chimiques perfluorés et parmi ces produits chimiques, les plus étudiés sont connus comme PFOS et PFOA. Ces produits sont utilisés depuis 1940 et l'exposition humaine à ces produits chimiques a été liée à de nombreux effets néfastes sur la santé, notamment la perturbation des systèmes immunitaires du foie, des lipides sanguins et de la fonction thyroïdienne.
thyroïdienne. Il a été démontré qu'il réduit le poids des naissances, modifie influence la puberté, augmente le risque de cancer du sein et d'autres cancers, notamment celui du rein, des testicules, de la prostate, des ovaires et psycholymphome non hodgkinien. Ces produits chimiques, parce que les gens y sont fortement exposés et qu'il a été démontré qu'ils sont toxiques, ont été inscrits à la liste des restrictions internationales de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants en raison de leurs propriétés persistantes. Enfin, j'aimerais donner un exemple des alkyphénols. Il s'agit d'une famille de produits chimiques à fort volume de production qui sont tensioactifs et également connus sous le nom de surfactants. Ils sont utilisés comme détergents, émulsifiants, solubilisants et agents dispersants dans divers produits, par exemple les peintures, les détergents domestiques et industriels, les formulations des pesticides et produits de soins personnels peuvent contenir des alkyphénols. Les alkyphénols étoxylés se retrouvent dans les cours d'eau et sont des contaminants courants de l'environnement où ils se décomposent en produits de dégradation tels que l'homoniphénol. Ces composés sont toxiques et ont des propriétés persistantes accumulatives. Les alkyphénols ont été parmi les premiers EDC découverts dans les années 90 en raison de leurs propriétés estrogéniques dans les plastiques de culture cellulaire. Et aujourd'hui, ils sont encore couramment utilisés comme additifs dans les plastiques. En raison de l'utilisation courante de ces alkyphénols, ils sont présents dans les peintures au latex, les pesticides, les nettoyants industriels, les détergents, les produits de soins personnels et les plastiques. Nous sommes préoccupés par cette utilisation car ils sont connus pour avoir des effets néfastes sur la santé. L'exposition aux alkyphénols a été liée à l'infertilité chez les hommes, faible taux de spermatozoïdes. Il a été démontré qu'il perturbe le développement de la prostate, augmente le risque de cancer chez les hommes, ainsi que le cancer du sein chez les hommes et chez les femmes exposées aux alkyphénols en raison de leur profession. Donc, avec ces exemples, je vous ai cité quelques exemples et je m'arrête à présent. Je serai heureuse de répondre à quelques questions. Ensuite, je vais donner la parole au docteur Laura Vanderberg qui nous donnera d'autres exemples de menaces que font peser sur les substances chimiques contenues dans les plastiques sur la santé humaine. Je vous remercie de votre attention et je serai heureuse de répondre à quelques questions. Merci. Merci, docteur, pour votre présentation. Nous allons prendre deux ou trois questions adressées à docteur Judy. Alors, la première question que nous avons est celle de savoir s'il existe un substitut dans ce domaine de la production. Merci. Je pense que c'est un substitut qu'on peut utiliser au lieu du plastique. Ce sont par exemple des boîtes en verre qui ne contiennent pas les produits chimiques que nous trouvons dans le plastique. J'ai également entendu parler de l'utilisation des ustensiles faits à base, par exemple, de fer ou autres produits. Et certains de ces produits n'ont pas les mêmes niveaux, ne contiennent pas les produits chimiques toxiques qui se trouvent dans le plastique. Merci, Dr. Floss. La prochaine question. Vous avez parlé un peu plus tôt des EDC qui affectent les enfants, les mamans et leurs bébés. Alors, comment est-ce que ces effets sont transférés de la mère à l'enfant pendant la grossesse? Alors, nous avons essayé de mener une étude pour voir comment l'exposition à ces produits chimiques est en train d'affecter les enfants et ceci est également présent chez les animaux. L'exposition aux EDC modifie les gènes, modifie la structure de l'ADN et cela peut être transféré de génération en génération. Et cela est un effet de ces produits chimiques.
Ces changements peuvent changer le fonctionnement complet de l'organisme de la mère et de l'enfant. Merci, docteur, pour cette réponse. La dernière question que nous avons est la suivante. Est-ce qu'il existe des substituts qu'on peut considérer comme sains au BPA? Oui, je ne sais pas s'il existe des substituts, de bons substituts pour le bisphénol A. Surtout, nous ne pensons pas que les substituts qui existent déjà sont bons. Il existe des produits en plastique qu'on déclare qu'ils ne contiennent pas de BPA, mais certains d'eux contiennent des substituts et certains utilisent d'autres composés qui n'ont pas encore été étudiés en détail pour savoir quel est leur niveau de toxicité. Merci, Dr. Floss. Je sais que vous avez de nombreuses questions à poser, mais gardez-les pour la session, posez-les dans la section questions et réponses ci-dessous. Et lorsque nous aurons notre grande session de questions et réponses, nous pourrons y répondre. Je vais donner la parole à Léa pour qu'elle présente la prochaine oratrice. Merci, Dr. Floss, pour votre présentation. Notre prochaine intervenante est co-auteur du rapport, le Dr. Vandenberg. Il s'agit d'un professeur au département des sciences de la santé environnementale de l'Université du Massachusetts à Amherst et vice-doyenne des affaires académiques de premier cycle à l'École de la santé publique et des sciences de la santé biologique, du développement et endocrinologie de formation. Elle étudie en laboratoire. Elle étudie en laboratoire les effets des perturbateurs endocriniens sur le fonctionnement des maladies de la glande malanaire et d'autres organes. Le docteur a déjà publié plusieurs documents et est auteur de plus de 100 articles évalués par les pairs. Donc, nous donnons la parole au docteur Laura Vandenberg. For the opportunity to speak to you today. Merci de me donner l'opportunité de prendre la parole aujourd'hui. Je vais poursuivre au niveau où le docteur Floss s'est arrêté et je vais donner d'autres exemples de produits chimiques courants qui sont des perturbateurs endocriniens présents dans les plastiques. La première série de produits chimiques dont j'aimerais parler, ce sont des produits chimiques, les stabilisateurs d'UV. Il s'agit de produits chimiques qui sont ajoutés aux produits pour les protéger contre les dommages causés par les rayons UV. Il empêche également aux produits, de se décolorer, de se dégrader et permettent de prévenir la corrosion ou de minimiser le brouillard. On les trouve couramment dans les plastiques de consommation, les peintures et matériaux de construction. Ces stabilisateurs sont ajoutés aux produits de soins personnels, y compris de nombreux écrans solaires courants. Cela signifie qu'au fur et à mesure qu'ils sont utilisés, fabriqués et utilisés, et lorsqu'ils sont utilisés comme prévu, ou appliqués sur le corps, ils contribuent à l'exposition des individus et à leur rejet dans l'environnement. Un exemple que nous avons ici, c'est l'UV328. Il s'agit d'un produit chimique persistant dans l'environnement et qui a été proposé à la Convention de Stockholm. Il devrait y être inscrit. Il est également ajouté au plastique et l'on le retrouve dans de petits morceaux de plastique, microplastiques qui ont été détectés partout dans le monde, y compris dans des environnements où l'action humaine est normalement pas présente. Cela suggère que c'est un produit chimique qui peut voyager dans le monde entier sur les plastiques dans lesquels il est incorporé. C'est un produit chimique qui a été mesuré dans le
évalué dans le corps des animaux et des humains, y compris le lait maternel. Il existe des preuves de son comportement anti-androgène dans les cultures cellulaires. Une autre classe de produits chimiques, ce sont les retardateurs de flammes brûlées. Les plastiques sont inflammables. Cela devrait nous paraître logique car pratiquement tous les plastiques sont fabriqués à partir de pétrole. Les retardateurs de flammes sont donc ajoutés au plastique et autres produits ménagers afin de réduire leur inflammabilité. Certains de ces retardateurs de flammes sont bromés et certains ont été inscrits à la Convention de Stockholm parce qu'ils sont persistants et bioaccumulatifs et ont des propriétés toxiques. Étant donné que les retardateurs de flammes ne sont pas liés au plastique dans lesquels ils sont inclus, ils peuvent être libérés de ces produits et s'infiltrer dans l'environnement. Ceci signifie que les humains sont exposés par inhalation, ingestion de la poussière contenant ces produits chimiques et aussi l'ingestion de la nourriture et de l'eau contaminée. Les retardateurs de flammes bromés sont présents dans les boîtiers d'appareils électroniques, textiles, dans les mousses qui se trouvent à l'intérieur des meubles et d'autres rembourrages, y compris les moquettes, les matériaux de Many plastic construction et dans de nombreux jouets en plastique pour enfants. Et puisque de nombreux plastiques sont recyclés, ceux qui contenaient à l'origine des retardateurs de flammes bromés se retrouvent dans des plastiques recyclés. Il existe des preuves que les retardateurs de flammes bromés ont des effets sur la santé et sur des personnes, des êtres humains et des animaux sauvages. L'exposition aux retardateurs de flammes bromés a été associée à des altérations de l'hormone thyroïdienne et l'hormone thyroïdienne est essentielle pour le développement du cerveau. Cela signifie que les expositions aux retardateurs de flammes bromés peuvent contribuer à l'altération du développement neurologique. Il existe également des preuves solides que les retardateurs de flammes bromés peuvent affecter la reproduction masculine et féminine et le développement des organes reproducteurs. Il y a bien sûr d'autres produits chimiques perturbateurs endocriniens qui ont été trouvés dans les plastiques, mais nous n'avons pas le temps de les couvrir aujourd'hui. Je voudrais juste mettre en évidence une autre catégorie qui mérite notre attention, les métaux lourds, notamment le plomb et le cadmium. Le cadmium et le plomb sont des métaux lourds qui sont ajoutés au plastique car ils sont utiles comme pigments, stabilisateurs et catalyseurs. On peut les trouver dans les jouets des enfants, les moquettes, les appareils électroniques et dans les plastiques plus souples. Le plomb est une neurotoxine connue. Il n'existe pas de dose ni de niveau d'exposition au plomb sans danger pour les enfants. Le cadmium est un produit chimique reconnu comme toxique pour les reins et peut provoquer une déminéralisation des os. Même en faible dose et en fait peut-être surtout à faible dose, ces métaux lourds peuvent affecter les résultats endocriniens, notamment les niveaux d'hormones dans le corps. Ils peuvent contribuer à une augmentation de l'infertilité et au cancer hormonodépendant. Alors, avec le temps qu'il nous reste, j'aimerais partager avec vous quelques idées, un appel à l'action, ce que nous pouvons faire. J'espère que tout ce que nous avons dit aujourd'hui vous a fait comprendre qu'il s'agit d'un sujet d'une importance capitale. Des impacts réels sur la santé humaine, sur la santé ont déjà été constatés chez des personnes et les populations sauvages qui sont exposées aux produits chimiques perturbateurs endocriniens qui proviennent des plastiques. Et comme la production du plastique continue d'augmenter dans le monde, cela signifie que nous continuerons probablement d'être exposés à des produits chimiques perturbateurs endocriniens et que les problèmes associés à ces expositions continueront de s'aggraver. Il n'existe aucun moyen durable de traiter les déchets plastiques, y compris tous les additifs chimiques qui contribuent à la production du plastique. Cela signifie que la production est essentielle. Le Dr Flows vous a montré ce graphique qui indique à quel niveau nous nous trouvons actuellement en ce qui concerne la production mondiale de plastique, notamment les millions de tonnes métriques produites chaque année. Et ce graphique prédit également ce que sera notre production de plastique au cours des prochaines décennies. Ce que nous devons faire, c'est mettre fin à ceci. Nous devons réduire notre production de plastique. Nous devons également réfléchir à des méthodes alternatives
de créer de produits de plastique, de production de plastique dont nous avons besoin et la manière dont nous pouvons les substituer ou remplacer les additifs les plus endurants. Mais toutes ces idées de substitution et de remplacement doivent tenir compte du fait que même les bioplastiques, même les plastiques qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles contiennent des additifs chimiques, notamment des stabilisateurs UV, des pigments et colorants, et que ce sont ces additifs qui nous préoccupent le plus. Alors, au niveau national, que pouvons-nous faire? Les gouvernements devraient envisager des politiques qui viseront à minimiser l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Cette minimisation des perturbateurs endocriniens protégera les travailleurs exposés pendant la production de certains produits et protégera également les plus vulnérables d'entre nous, notamment les enfants exposés avant même leur naissance, et protégera également en aval les effets que nous avons documentés sur la faune et l'environnement. Nous pensons qu'il y a suffisamment de preuves qui indiquent que les EDC doivent être interdits dans les plastiques. Nous pensons que les gens ont le droit de savoir ce qui a été ajouté aux produits qu'ils utilisent et donc ils devraient avoir un étiquetage et une transparence. Transparence sur les produits chimiques inclus dans ces produits. Nous pensons qu'il existe des solutions basées sur le marché qui peuvent être utilisées pour encourager les entreprises qui veulent s'éloigner des substances les plus dangereuses et les encourager à se tourner vers des solutions plus durables. Il y a des entreprises qui participent à ce genre de mouvement. Ce dont nous devons nous assurer, c'est que ces entreprises ne passent pas d'un produit chimique dangereux à un autre. C'est ce qu'on appelle des remplacements regrettables ou des substitutions regrettables et il faut les éviter. Au niveau individuel, bien sûr, nous pensons que le changement doit vraiment se produire au niveau le plus élevé. Une action réglementaire est nécessaire pour protéger les consommateurs, la faune, la flore et les environnements dans lesquels nous nous trouvons. Donc, les individus peuvent, par exemple, s'engager auprès des décideurs, commencer à parler au niveau de communautés locales, des régions et même au niveau national. En attendant, nous voyons des changements de comportement des consommateurs qui font évoluer le marché. Lorsque les gens ne veulent pas être exposés à des produits chimiques qui les préoccupent, ils changent leurs habitudes d'achat. Il y a des choses que vous pouvez faire en tant qu'individu. Par exemple, refuser des plastiques à usage unique, éviter de chauffer des récipients en plastique, éviter de mettre des boissons et des aliments chauds dans des récipients en plastique, utiliser des nettoyants doux à la maison et essayer d'acheter de meilleurs produits. Nous allons conclure cette présentation et je souhaite vous rappeler ce guide qui a été publié en fin 2020 et disponible gratuitement en ligne. Je remercie nos co-auteurs qui ont travaillé sur ce guide avec le Dr. Floss qui est l'auteur principal et moi-même. À présent, je serai heureuse de répondre à quelques questions sur ce que je vais présenter et si je peux vous aider d'une façon ou d'une autre sur les perturbateurs endocriniens, alors je vous écoute. Je vous remercie. Merci, Dr. Vanderberg, pour cette présentation. Alors, nous allons répondre à quelques questions. Nous avons plusieurs participants qui nous suivent depuis l'Indonésie et l'interprétation en Bahasa Indonesia est également disponible. Des chercheurs français et indonésiens ont trouvé des anomalies dans le processus, dans le système reproductif et ils ont déclaré que ceci était causé par les EDC qui s'accumulent présents dans le plastique qui se trouve dans l'environnement. Est-ce que le participant veut savoir si le poisson que nous consommons, par exemple, peut avoir des effets sur le corps humain? Ceci est une question très intéressante et ce n'est pas la première fois que ce type d'étude est menée et ceci a fait l'objet de plusieurs études et rapports
which is the active ingredient in birth control. Et l'on a trouvé un ingrédient très actif dans les produits qui ont été analysés, notamment au niveau de la vie animale. Et ceci a une incidence considérable sur la reproduction. Est-ce que la consommation du poisson peut avoir un effet? Nous avons deux possibilités ici. Nous devons voir ce qui se passe chez les animaux comme un signal de ce qui peut se passer chez les humains. Alors, lorsque nous consommons les poissons qui sont affectés par les perturbateurs endocriniens et que cela affecte les animaux, nous pensons que cela peut aussi affecter les êtres humains. Alors, il n'est pas particulièrement dangereux de manger un certain type de poisson, mais ce qui est dangereux, ce sont les produits chimiques persistants qui sont ingérés par ces poissons et cela se retrouve dans leur corps ou bien dans les corps des autres poissons dans la même mer ou dans le même océan. Et il est important d'identifier la nature des produits chimiques qui sont à l'origine de cela. Et quels sont ces produits chimiques, quels pourraient être leurs effets. Et ceci est très, très préoccupant. C'est la raison pour laquelle il est très difficile pour moi, par exemple, de consommer des aliments qui viennent des environnements pollués. Nous avons une autre question de Jandel. Est-ce que vous pensez que les certifications des produits ayant une formule précise, je vois des certifications qui sont publiées, entre autres, et est-ce que vous pensez que cette certification est un pas en avant vers la résolution du problème? Je pense que parfois, nous voulons être parfaits, mais nous ne pouvons pas vouloir que le parfait soit, ce qui est parfait soit l'ennemi du bien. Alors, il est important d'étudier les ingrédients qui se retrouvent dans les produits. Alors, cette certification est volontaire. Les pays qui participent à cela le font de manière volontaire. Ce que nous constatons, c'est qu'ils veulent faire ce qui est bien, mais cela dépend, tout ce qu'ils ont à faire dépend également des preuves qu'ils ont et comment est-ce que l'évaluation des produits chimiques se fait. Et lorsque la formulation des produits change, il est important de réévaluer les produits chimiques qui se trouvent dans le produit. Je pense que la solution, c'est l'élimination de tous les produits qui sont dangereux. Je pense cette certification est une alternative que nous pouvons saluer. Merci, Laura, pour cette réponse et merci pour la question. La dernière question que nous allons lire ici, nous aurons une autre phase de questions-réponses plus tard. Laura, merci pour toutes les actions que vous avez proposées. Est-ce que vous pouvez partager des exemples concrets des solutions basées sur le marché qui ont été actives et qui ont été mises en œuvre pour minimiser l'exposition aux perturbateurs endocriniens? Je ne peux pas le faire. Je pense que généralement, en général, c'est un domaine dans lequel nous avons échoué. Alors, mes études pour l'instant, c'est aux États-Unis parce que c'est là que je travaille. Et aux États-Unis, nous avons par exemple une clause sur la présentation des ingrédients qui sont contenus dans les aliments que nous consommons.
Alors, même pour des produits pour lesquels nous croyons que les contenants, les ingrédients sont présentés, nous n'avons pas toujours eu du succès. Et honnêtement, je pense qu'il s'agit d'un domaine qui devrait être un sujet de préoccupation pour les décideurs, parce qu'il existe des failles. Nous mettons en œuvre tous les jours des lois, nous votons des lois qui parfois ne sont pas très utiles car elles ne sont pas mises en œuvre de manière adéquate. Merci, Laura. Nous allons nous arrêter à ce niveau et passer à notre troisième présentation. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons répondre à vos questions plus tard. Je redonne la parole à Aileen. Merci, Lia. Le dernier intervenant, mais pas le moindre, est la coprésidente bien-aimée de l'IPEN, Pamela Miller. Elle est fondatrice de l'Alaska Community Action on Toxics et occupe le poste de directrice exécutive de l'ACAT. Elle a plus de 35 ans d'expérience dans les domaines de la recherche, de l'éducation, du plaidoyer et travaille passionnément pour la justice environnementale et reproductive, la santé et les droits de l'homme. Pamela a été élue en 2016 coprésidente de l'IPEN. Elle est la chercheuse principale pour les projets de recherche participative communautaire financés par le National Institute of Environmental Health Sciences. Pamela a reçu le prix de service de méritoire de l'Université de l'Alaska et le prix Alaus Murray de l'Alaska Conservation Foundation en reconnaissance de ses contributions professionnelles exceptionnelles à long terme au mouvement de conservation de l'Alaska. Pam, vous avez la parole. Well, greetings, everyone. This is Pam Miller calling in from Alaska. Bonjour à tout le monde. Je vous rejoins depuis l'Alaska. Peoples here in Alaska. And I have the privilege to serve as J'ai le co-chair. privilège d'être la coprésidente de l'IPEN et je suis la directrice exécutive de l'Alaska Community of Action on Toxics. Merci à tous d'être des nôtres. Merci aux organisateurs. Merci à Jody et Laura de l'Endocrine Society pour leurs excellentes présentations. En juillet, un rapport remarquable du rapporteur spécial des Nations Unies, Marcos Orlana, relatif aux étapes du cycle de vie des plastiques et leur effet sur les droits de l'homme a été publié. Ce rapport a été remarquable pour de nombreuses raisons. Il reconnaît le besoin d'une action urgente, une action concertée à l'échelle mondiale pour faire face à ce problème, pas seulement la partie visible de l'iceberg, mais reconnaît également que le problème du plastique c'est tout un problème du cycle de vie, de l'extraction des fossiles combustibles à l'utilisation et à la gestion du plastique et des produits chimiques qu'ils contiennent. Le rapport reconnaît que le plastique contient de nombreux additifs toxiques, plus de 10 000 selon une étude récente. Il reconnaît également, et il est très important, et c'est très important d'ailleurs, les droits humains des générations présentes et futures qui sont menacées par l'intoxication grandissante de la planète et que pour les protéger, la communauté internationale doit résoudre cette crise du plastique. Il s'agit donc d'un appel urgent à l'action. C'est un appel à l'action de certains chefs indigènes avec qui nous travaillons dans l'Arctique et qui, dans l'ensemble, avec qui nous menons des recherches sur les perturbateurs endocriniens. Ces produits sont transportés par le vent et les courants marins sur des centaines et parfois des milliers de kilomètres. Ils s'accumulent dans les corps des poissons, des animaux et des humains dans cette région. C'est un appel à l'action basé sur nos propres recherches au sein des communautés dont
les résultats démontrent que de grandes quantités de produits chimiques se retrouvent dans les organismes des animaux, des êtres humains. Ils montrent également la présence des plastiques sur les animaux, les lits des mers, des puits et dans les organismes humains. Voici quelques images des endroits où nous avons mené notre recherche en communauté sur l'île de Saint-Laurent dans la mer de Bering. Nous avons reconnu que le nord de l'Arctique est pollué de produits chimiques, mais également de plastique transporté par le vent et les courants des mers. Les indigènes de ces zones consomment les produits locaux, notamment de la pêche, sont particulièrement vulnérables à ces produits toxiques. Par conséquent, des niveaux très élevés de produits toxiques et les EDC que toute la population mondiale. Cette zone de l'Arctique se réchauffe 3 fois plus rapidement que le reste de la planète. Ceci accélère la mobilisation des produits chimiques séquestrés et les microplastiques dans les mers et qui à présent se libèrent. Pourtant, ces zones sont très importantes pour les peuples indigènes dans l'Arctique. Voici quelques résultats d'une étude dont le but était d'évaluer la densité et la prolifération des microplastiques transportés par les courants marins et provenant de nombreuses sources. Actuellement, l'océan Arctique contient plus de plastique que tout autre océan sur Terre, car c'est là que sont rejetés pas seulement les produits chimiques, mais également les plastiques. Les microplastiques se retrouvent en surface, en profondeur et même sur les plages. C'est très remarquable de voir la prolifération des microplastiques dans l'Arctique. Une fois de plus, il ne s'agit pas uniquement d'un problème lié aux microplastiques, mais également au fait que ces derniers contiennent des produits chimiques toxiques, des additifs contenus dans le plastique et des produits qui se sont propagés dans les océans pendant le processus. Les microplastiques se retrouvent chez de nombreuses espèces de poissons, les baleines par exemple, ainsi que de nombreux oiseaux marins. Cette diapo montre des projections des industries fossiles et de produits chimiques sur leur investissement dans le domaine du plastique, notamment les produits chimiques que contient le plastique. Il s'agit ici de leur croissance exponentielle attendue en matière de production de plastique et de produits chimiques, étant donné la baisse de la demande de combustibles fossiles avec la montée de l'utilisation des énergies renouvelables. Cette diapositive montre que les produits chimiques et additifs sont présents dans le cycle de vie du plastique, notamment au niveau de l'extraction du pétrole et du gaz, de la production des produits chimiques contenus dans le plastique à la production elle-même, l'utilisation par les consommateurs et le problème du rejet de ces produits dans nos maisons, le recyclage les techniques de recyclage ainsi que le problème de l'incinération et de gestion des déchets dans l'ensemble qui sont des problèmes auxquels sont confrontées les communautés qui sont les victimes directes de l'utilisation du rejet de ces produits dans l'environnement. Notons que les communautés les plus pauvres sont les plus affectées. Voici quelques objectifs en matière de politique de l'IPEN que l'IPEN a identifiés comme étant particulièrement importants. Et nous pensons que les résultats les plus significatifs du rapport du rapporteur spécial des Nations Unies est que les accords internationaux actuels sont insuffisants pour faire face aux problèmes des plastiques toxiques dans le monde. Alors, ces accords sont très importants et dotés de mécanismes visant à résoudre en partie le problème. Nous avons besoin d'une nouvelle approche plus globale pour faire face à ce problème. La convention de Stockholm est très importante car centrée sur l'élimination et non juste la gestion du risque. Elle permet d'ajouter de nouveaux produits chimiques
Et il s'agit donc d'un traité vivant, international et contraignant, mais basé sur des principes de consentement préalable. Jusqu'à présent, 26 polluants organiques ont été listés pour élimination avec prescription, 7 pour une élimination des rejets non intentionnels tels que les dioxines. Plusieurs de ces produits chimiques toxiques se trouvent dans le plastique. L'on peut dire qu'actuellement, 185 parties sont membres de cette convention. L'Arctique est impliqué dans cette convention car les indigènes de la zone sont exposés à des niveaux élevés assez POPs, bien plus que toute autre population dans le monde. La statuette ci-dessous, à droite, a été offerte aux délégués de la Convention de Stockholm pour leur rappeler qu'il s'agit d'un problème concret, que ces produits chimiques affectent les vies, la santé des femmes, des enfants et des générations futures. Voici quelques produits chimiques inscrits à la Convention de Stockholm et qui sont des additifs présents dans le plastique. L'une des substances actuellement étudiées, évaluée par les experts, est le stabilisateur UV appelé UV328. C'est un produit chimique qui absorbe les rayons UV dans plusieurs types de plastique et contamine les mers par le biais des plastiques. Ce produit a été proposé par la suite en 2020. Cette demande est soutenue par le secrétariat de la Convention de Stockholm car l'inscription de ce stabilisateur va renforcer le rôle de la Convention en tant qu'instrument et dont les gouvernements dans le monde à faire face aux problèmes grandissants de la gestion des déchets plastiques. Les études récentes ont montré qu'il se retrouve dans les mers à travers le monde. Un autre produit évalué par la Convention, le comité d'experts de la Convention de Stockholm est le déchlorane plus. Il s'agit d'un additif utilisé dans le plastique et utilisé dans plusieurs produits de consommation et de plusieurs applications industrielles. Et l'un des substituts est le DKBDE. Il a été proposé par la Norvège en mai 2019. Ce produit a des effets néfastes sur les êtres humains. Ceci a été détecté dans plusieurs échantillons, notamment le lait maternel, les cheveux, et a de nombreux effets sur la santé humaine. Un autre produit chimique en cours d'évaluation, ce sont des paraffines chlorées et dans ma communauté et même au sein de ma famille, cet élément s'est avéré toxique. Alors, vous comprenez qu'il s'agit d'un problème plus personnel. Alors, il est important d'éliminer la paraffine. Alors, l'on a utilisé un substitut regrettable, notamment les paraffines chlorées, et ceci se trouve être très toxique, notamment sur les organes du corps humain, le foie, le rein, les glandes thyroïdes. Et nous devons vraiment nous battre contre ce type de paraffine. Ici, nous avons quelques rapports récents de l'IPEN. Je sais que Laura et Jody ont parlé de cela. Il s'agit des rapports faits en collaboration avec l'Endocrine Society et nous les remercions pour cela. Nous avons un rapport ici qui a été publié en avril dernier, notamment les polluants aquatiques dans les océans et même dans les espèces marines, notamment les poissons. Il s'agit des polluants qui affectent notamment la fertilité et ont un effet sur la survie de plusieurs espèces humaines et cela a également des effets sur le système endocrinien.
Voici un autre rapport publié en juin 2020 qui montre les preuves des anciens produits chimiques interdits dans les produits plastiques, mais qui sont utilisés aujourd'hui dans de nouveaux plastiques. Et ceci expose les êtres humains, notamment les enfants. Voici un autre rapport qui montre que les plastiques qui sont rejetés dans les communautés, dans les décharges, contaminent les êtres humains, la chaîne alimentaire, les communautés en Afrique, en Asie, en Amérique et partout sont affectées. Alors, ici, une fois de plus, on parle d'incinération et nous devons trouver des solutions pour mieux gérer les déchets plastiques. Ce rapport montre que la gestion des plastiques à travers l'incinération, par exemple, contribue à contaminer la chaîne alimentaire. Voici, nous avons ici un autre rapport publié par Lee Bell et Hitsage Takada. Il examine la gestion des produits chimiques dangereux, notamment en ce qui concerne le recyclage et les techniques de recyclage et autres qui font en sorte que les gens soient grandement contaminés par le plastique. Voici, je vous présente ici le réseau de l'IPEN. Nous travaillons de concert pour faire face à ces questions d'intérêt international et ensemble, nous sommes plus forts. L'IPEN a élaboré quelques documents qui parlent des questions. L'objectif ici est d'éliminer les produits chimiques dans le plastique à tous les niveaux, notamment la production, le transport, l'utilisation et la gestion des déchets. Voici quelques principes pour lesquels l'IPEN milite. Nous avons également ici quelques publications que notre équipe de recherche au niveau communautaire mène, par exemple, sur les perturbateurs endocriniens. Peut-être vous voudrez utiliser ceci comme référence, alors je serai heureuse de vous les fournir. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. Merci aussi Eniel Loa, une des membres de notre organisation qui nous a inspirés, qui a travaillé. Elle est agent de santé au niveau communautaire et elle travaille sur les produits chimiques qui affectent les êtres humains. Je vous remercie. Merci à tous nos valeureux intervenants. Merci Jody, Laura et Pam. Alors, nous devons applaudir pour eux de manière virtuelle. Merci. Nous sommes très honorés de vous avoir ici. Merci d'avoir pris la parole aujourd'hui. Nous allons donc ouvrir la phase des questions-réponses. Vous allez poser des questions à Laura, Jody, à Pam. S'il vous plaît, veuillez activer vos vidéos pour répondre aux questions. Non, merci, Pam. Il est très tard chez toi en ce moment, donc merci d'avoir bien voulu être des nôtres aujourd'hui. Merci. OK. Nous avons une question de Aïda. Comment est-ce que nous nous assurons que l'aspect chimique des plastiques, vous en avez beaucoup parlé, vous avez montré plusieurs preuves des effets néfastes des additifs toxiques dans le plastique. Alors, comment est-ce que nous pouvons nous assurer que ces produits, ces additifs sont ajoutés aux politiques à venir? Comment est-ce que nous pouvons mieux travailler pour like to take a first crack at that? How about you, Pam? lié à la présence de produits? Yeah, Pam can start. Pam sits, friends, Pam, as mentioned by Eileen earlier, Pam sits in the pop rock
Review Committee, POPs Review Committee, and also monitors the many different global international policies. Yeah. Pam? Thank you. And it is early, Pam, so vous avez la parole. comprehensively Merci. because it's early. Pardon si Well, thank you all. That's a very global à la question, mais voilà, c'est une très bonne question et c'est une question très complexe également. Je pense tout d'abord que nous devons mener des actions au niveau the use of single-use plastics and end all non-determined and end non-essential uses of plastics. But nous we devons recognize this really is a global problem. travailler à l'élimination des produits chimiques contenus dans le plastique. Et c'est un mécanisme international s'avère très important. Je n'ai pas eu la convention de Bâle, par exemple. Transport of toxics in Il plastic. s'agit d'une convention très importante pour l'élimination des produits toxiques dans le plastique. The only legally binding agreement that we have to phase out chemicals, including chemicals. Nous devons éliminer les produits chimiques toxiques qui se retrouvent dans le plastique. Et nous savons que cela ne sera pas facile du tout parce que nous avons des industries des produits chimiques et des plastiques aussi qui Cut sont out for us. en And also, cela. Donc, nous devons travailler également. Nous devons vraiment beaucoup travailler pour atteindre cet as I mentioned, all of these international obtenu dans les mechanisms plastiques. are really not enough, and that we do need a more comprehensive approach. Au niveau national ne sont pas suffisants pour faire face aux problèmes Treaty on plastics that does address, and IPEN's view is that we have to et address de notre point de vue à IPEN, toxic additives to plastics nous devons throughout the life cycle. parler de l'ensemble du cycle de vie du plastique et des additifs toxiques contenus dans le plastique. Merci, Pam. You just woke up for your great answer. Thank you. Anything to add? Merci pour votre réponse. Est-ce que Laura, Jody, vous avez quelque chose à ajouter? Je voulais dire que lorsque nous pensons aux politiques, ce que nous constatons, c'est que très souvent, on parle d'un seul additif toxique à la fois. Et parce que si nous ne changeons pas cela, il faudra prendre des années pour avoir une politique efficace qui couvre tous ces additifs chimiques toxiques. Je pense que lorsque nous pensons aux politiques, lorsque nous essayons de trouver des solutions ensemble, nous devons nous concentrer sur les actions des produits chimiques et non pas seulement des éléments, des produits chimiques pris de manière individuelle. J'aimerais juste ajouter quelque chose. Je m'implique également dans cela. Je m'inscris également dans cette même ligne. Je pense que nous devons, lorsque nous parlons de politique, nous devons penser de manière plus globale. Par exemple, nous avons les expositions pendant la grossesse qui sont très importantes, mais nous devons réaliser qu'il existe d'autres moyens très importants dans le cycle de vie, notamment l'âge de reproduction pendant la ménopause. Nous devons trouver des politiques qui englobent toutes les phases du cycle de vie de l'être humain, par exemple. Merci. Je voudrais ajouter quelque chose également. Il faut vraiment une approche adaptée à tous les niveaux. Et je pense que il existe un certain nombre de pays qui sont en train de mener des actions pour éliminer les produits chimiques plastiques dans certains produits, notamment les emballages des aliments et autres. Et je pense que cela est très important. Ça devrait aller du niveau local et même au niveau international. Merci. Merci, je vous remercie. Eileen, vous avez une question à poser aux panélistes. Merci. La question vient de Vito et c'est pour le docteur Laura Vandenberg.
Alors, sur la base de votre présentation, on comprend que les produits toxiques sont toujours liés à des produits, à des additifs. Est-ce que le problème, ce n'est pas le plastique lui-même et non les additifs, puisque chaque plastique contient des additifs chimiques? Je pense que c'est une question très importante, mais je pense que tout ce qui est créé, utilisé et rejeté dans l'environnement devrait être sujet de préoccupation, même si ce produit n'a pas de propriété toxique. Nous devons beaucoup penser à la gestion des déchets. Je pense que nous sommes en train d'apprendre quelque chose, notamment qui contient les produits chimiques contenus dans le plastique. Est-ce que cela signifie que tous les plastiques sont dangereux pour la santé? Nous ne le pensons pas. En réalité, les plastiques fabriqués à base d'un seul composé chimique sont très rares. Alors, nous pouvons peut-être éviter d'utiliser des bouteilles d'eau à usage unique. Ces bouteilles d'eau en plastique contiennent des produits chimiques, mais qui ne sont pas trop préoccupants en ce qui concerne les EDC. Parfois, l'on utilise des stabilisateurs UV qui sont ajoutés, des pigments qui sont justement ajoutés à ces bouteilles. Et très souvent, c'est cela qui contribue à la toxicité du plastique. Alors, je pense que nous devons penser à ces choses-là. Le docteur Flows nous en a parlé. Nous devons penser aux composés, à tous les ingrédients qui sont contenus dans le plastique. Pas un seul ingrédient, mais l'ensemble des ingrédients. Nous voulons nous rassurer que tous les ingrédients sont sains et n'exposent pas la santé humaine. L'une des questions que nous trouvons très importante également, c'est quelles sont les méthodes qui sont utilisées pour évaluer le taux de toxicité de ces produits chimiques. Alors, nous avons l'une des méthodes qui est utilisée, celle des green screens, et cela permet d'évaluer la toxicité des produits chimiques. Nous évaluons les changements. Par exemple, comment est-ce que les produits chimiques affectent l'utérus, l'action des estrogènes? Alors, une fois de plus, un ingrédient pourrait avoir l'air sain, mais cela pourrait ne pas être le cas au niveau le plus sensible. Cela pourrait ne pas être le cas pour certains organes du corps humain. Parfois, nous nous basons sur la quantité de produits chimiques toxiques présents dans les bouteilles d'eau. Nous en connaissons certains, mais il y a un mystère autour des produits chimiques contenus dans certains plastiques que même les chercheurs n'arrivent pas à trouver. Thank you, Laura. Merci, Laura. Anything to add? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Jody, Pam, If not, we can sur move ce to qui a the été dit? Si ce n'est pas le cas, nous allons passer next, à la question question will be suivante. Alejandra. Celle-ci est de Alejandro. She wonders what are the effects of all the Il plastic se demande quels sont les what will effets be the effect of all the EDCs and des EDC interference in wildlife and ainsi que leur interférence sur la santé humaine. Est-ce que nous avons des projections en ce qui concerne les effets de ces produits, ces perturbateurs endocriniens sur la santé dans l'ensemble? Je pense que notre collègue a parlé des travaux qui ont été faits en ce qui concerne la pollution par les plastiques, notamment au niveau des poissons. Plusieurs études ont été menées sur des animaux et
Et ici, nous croyons que ce qui se passe avec les animaux, c'est comme une sonnette d'alarme qui nous montre ce qui pourrait se passer sur les autres espaces. Je pense que dans les zones où l'activité humaine est présente, au niveau des océans, par exemple, et autour de la Terre, nous voyons des niveaux des plus élevés de contamination et ceci est un sujet de préoccupation. L'un des produits chimiques étudiés, c'est l'oxybenzène et ceci est ajouté au plastique comme stabilisateur UV, mais cela est utilisé dans d'autres types de produits. Et au niveau des plages autour d'Hawaï, ceci a été détecté à des niveaux très élevés et ceci affecte certainement les personnes qui vont dans les plages, qui visitent cette plage. Et même en très faible concentration, cela pourrait affecter la santé des êtres humains et autres. Alors, ceci est juste un exemple, entre autres, qui montre que les océans et autres zones proches des hommes à forte activité humaine, ils pourraient avoir des effets. Alors, la dilution, par exemple, est une solution pour la pollution. Alors, très souvent, l'on ne s'est pas intéressé aux océans parce qu'on pensait qu'ils étaient si vastes qu'il n'était pas important d'étudier exactement ce qui s'y passe. Pourtant, cela n'est pas du tout normal. Pourtant, l'océan fait partie de notre vie courante. Nous avons des espèces de poissons, par exemple, qui viennent. Les espèces de poissons, les poissons que nous consommons viennent de ces océans. Donc, nous devons faire très attention. Merci. Laura a mentionné quelques références. Est-ce que c'est le cas? Des études sur la faune et autres, sur les animaux. Je dis, est-ce que nous avons beaucoup parlé des animaux sauvages et autres? Nous en avons parlé, mais nous nous sommes surtout concentrés sur la santé humaine. Peut-être nous avons quelques éléments sur cela, mais nous avons un guide différent certainement qui parle des questions des animaux sauvages. Nous avons une déclaration scientifique venant de l'Endocrine Society. C'est très long, à peu près 15 pages. Je pense que je partage avec vous le lien dans la discussion pour que vous puissiez y avoir accès. Vous allez voir les effets de ces produits chimiques sur les Access. Thank you. Pam, you wanted to qui share voudraient something? mener des recherches là-dessus peut cliquer sur le lien. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Nous avons un rapport sur la pollution des océans qui montre toujours les effets de la pollution de l'environnement par les produits chimiques toxiques. Merci. Merci pour ces ressources que vous avez ajoutées. Aileen, je vous redonne la parole. Merci, Lia. Nous avons des questions très intéressantes et nous avons répondu à certaines d'entre elles. Nous avons quelques participants du Japon et ils ont des questions adressées à nos modérateurs, notamment celle de Paula. La plupart des produits chimiques produits en combinant le carbone et d'autres substances chimiques contiennent des EDC. Est-ce que vous pensez que nous devrions mettre fin à la production de ces produits chimiques? Mon point de vue est que je pense que plusieurs experts au niveau international soutiennent cela. Les produits chimiques certains produits chimiques sont considérés comme très utiles. Alors, il y a certainement des raisons pour lesquelles certains produits chimiques sont utilisés, mais je pense surtout que la plupart des produits chimiques qu'on utilise de nos jours ne sont pas indispensables, ne sont pas essentiels. Alors, nous pouvons par exemple regrouper les produits chimiques
suivant certaines catégories et certains pourraient être considérés comme des priorités et d'autres, par exemple, doivent absolument être éliminés. Et ce sont les produits les plus préoccupants, ceux qui affectent le plus la santé humaine et l'environnement et la santé des animaux. Alors, nous allons prendre notre dernière question. Désolée pour cela. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce que nous pouvons gérer ou bien gérer les déchets plastiques dangereux, contaminés? Comment est-ce que vous pensez qu'on peut gérer cela de manière efficace? Je pense que euh, c'était très déprimant pour moi de voir comment est-ce que les plastiques sont gérés, les déchets plastiques au niveau individuel. Nous essayons tous de faire ce qui est juste, ce qui est normal. J'ai travaillé avec des élèves du lycée et je leur ai demandé s'ils pratiquent qu'ils font le recyclage et puis ils m'ont dit qu'ils le font. C'est très déprimant de voir quand même la manière dont certains plastiques sont gérés. Nous pouvons, par exemple, si par exemple, il est possible pour vous d'éviter le plastique, alors évitez le plastique. Même s'il y a des inconvénients, même si cela vous dérange, vous prenez le courage de dire non. Alors, par exemple, il existe, par exemple, des pipettes et autres qui sont utilisées. Alors, je sais que cela est fait à base de plastique. Je dis non à cela, je ne les utilise pas. Alors, autre chose que nous pouvons faire, c'est éviter de dépenser notre argent pour des entreprises qui refusent de reconnaître les effets environnementaux des produits de ce qu'ils produisent. Par exemple, pour les produits qui sont contenus dans les plastiques, par exemple. Des efforts sont fournis. Je suis également consommatrice et je pense que le comportement du consommateur est très important pour le changement. C'est grâce au comportement du consommateur que le changement peut arriver. Je suis d'accord avec Laura. La question est une question très difficile. C'est très difficile de trouver une réponse. Alors, nous pouvons dire non au plastique autant que faire se peut et je pense que c'est la solution que nous devons commencer à adopter. Je suis très d'accord avec vous sur ce point de vue. Nous devons faire des choix et nous ne pouvons pas éliminer ce problème. Si nous n'avons pas des politiques et autres mécanismes qui sont mis sur pied pour mettre fin à cela. Les gouvernements sont en train de proposer certaines solutions, mais nous avons besoin de solutions concrètes et réelles pour mettre fin à l'utilisation des plastiques. Merci, Pam, pour cette réponse. Merci, Dr. Laura et Dr. Jody. Je pense que nous n'avons pas suffisamment de temps pour plus de questions. Nous remercions tous nos orateurs et nous allons mettre fin à ce programme. Nous invitons Griffiths à dire un mot de fin, à prononcer son discours de fin. Merci. Merci à tous. Merci à Laura, Jody, Pam. J'étais très heureux de vous avoir. Je remercie également Aileen et Lia pour cette visioconférence. Je pense qu'au président du groupe sur les plastiques toxiques, nous avons eu de nombreuses informations sur l'utilisation des plastiques et les produits chimiques contenus dans le plastique. Ces présentatrices ont partagé avec nous également les expériences et tout ce qu'ils font dans leur groupe de travail. Merci à tous. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. J'aimerais juste
J'espère que vous avez passé de bons moments avec nous et surtout que vous avez appris beaucoup de choses. Merci. Merci à tous les organisateurs et à l'IPEN dans l'ensemble et à toutes les personnes qui ont pris la peine, qui ont consacré du temps à cette visioconférence. Merci Griffins, merci une fois de plus à nos valeureux intervenants. Merci aussi à nos interprètes qui nous permettent de communiquer. Merci à toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette visioconférence. Merci à tous. Surtout, n'oubliez pas de remplir le questionnaire que vous recevrez à la fin de ce webinaire. Merci à tous et au revoir. Thank you, Leah. Merci, Can I Leah. request the panelists to have a photo session? Can can all the panelists open their cameras for and let's have Est-ce que photo of all tous of us. les panélistes peuvent activer leur vidéo pour que nous puissions faire une photo de famille? They're not here anymore. OK, certains sont déjà partis. OK, au revoir à tout le monde.